Eh bien, c'est le chef de la diplomatie Badr Abdelghati qui a prononcé hier l'allocution de l'Égypte devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Badr Abdelghati a certainement dénoncé les violations continues de l'Égypte, où il a déclaré en fait que l'Égypte ou le Caire dénonce les violations continues contre le peuple palestinien et rejette tout projet visant à déplacer la population palestinienne, considérant cela comme un crime de purification ethnique. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Chaaben. Bonsoir Dr Yousra Chaaben. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. C'est ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et justement pour parler du mot qu'a prononcé hier le chef de la diplomatie Badr Abdelghati devant l'Assemblée générale des Nations Unies, certainement il a encore une fois réitéré, rappelé la position constante de l'Égypte vis-à-vis de la question palestinienne et de l'actualité dans les territoires occupés, surtout dans la bande de Gaza. C'est vrai que M. Badr Abdelghati, il a rappelé la position non seulement de l'Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite et Palestine sûrement, parce que comme vous avez rappelé exactement et vous l'avez souligné, c'est pas juste une guerre, mais c'est plutôt une génocide programmée. Ce que l'Égypte tient à cœur et essaye de le rappeler constamment et de porter ses intérêts et l'intérêt de toute cette région. Quand je vous dis, c'est la région Égypte, Palestine, Arabie Saoudite et Jordanie en fait. Ce sont les quatre États frontaliers avec Palestine et qui voit de près en fait ce massacre et cet génocide ethnique. J'espère en fait que le message du monsieur Badr Abdelghati prend en charge en fait et rappelle et éveille tous les consciences. Très bien. Si l'Égypte appelle toujours à une paix juste et durable dans la région, Badr Abdelghati a rappelé aussi que le Caire est toujours attaché à la solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale. On parle des frontières de 1967. Ce n'est pas seulement la position de l'Égypte. Aujourd'hui, on voit que c'est la position du monde, voilà, plus de la communauté internationale, plus ou moins on parle de la solution à deux États, on parle de la nécessité de revenir aux frontières de 1967, malgré la position ou un changement de position de la part de certains pays européens, de l'Occident en général vis-à-vis de la question palestinienne. On est où par rapport à cela, si vous le voulez bien? En fait, la question à Gaza, c'est une question non seulement politique, mais c'est une question d'humanité. Comme l'avait rappelé le président Emmanuel Macron lors de son discours, il a aussi souligné la solution des deux États. Et en même temps, c'est pour la première fois que la France, elle souligne l'existence de l'État de Palestine et insiste à la solution des deux États. Pas la France, le Portugal, le Canada, l'Australie, voilà. L'Union européenne en ce moment, elle essaye ou elle met en valeur son importance de résoudre les problèmes géopolitiques en fait. Son rôle, l'Union européenne rappelle son rôle diplomatique à la région, surtout du Moyen-Orient. Comme vous l'avez mentionné, le Portugal, la France, etc. En fait, beaucoup d'autres pays européens essayent de souligner en fait cette solution et font part ou s'allient à la France pour souligner cette position.
Et comme je vous dis, c'est une position humaine, à mon avis. Vous êtes professeur de droit. Aujourd'hui, ici, cette reconnaissance, cette position de la part de l'opinion internationale, la position de certains pays, si cette reconnaissance, ça reste plus ou moins symbolique parce qu'elle n'a pas sur le terrain d'effet, à quel point ceci peut faire une pression sur Israël, si vous le voulez bien, si on voit que la position d'Israël reste aussi constante vis-à-vis déjà la question. Déjà charger les voix en fait et avoir plutôt un camp positif pour le dossier pro-palestinien, déjà c'est un pas important, mais n'oublions pas que presser plutôt, ce sera déjà des contraintes économiques. Tant qu'il y a toujours des relations économiques et géopolitiques d'Israël avec d'autres pays, surtout arabes, moi je pense que voilà, il faut avoir plusieurs solutions, non seulement politiques, la politique ok, et on va charger les pays d'un seul camp pour le dossier palestinien, mais ça reste aussi une solution économique importante. Très bien. Dans son allocution devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ghati, a déclaré que l'Égypte réaffirme son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération entre les pays du bassin du Nil, du respect du droit international et de la préservation des intérêts communs. Elle met en garde contre toute politique unilatérale qui menace la stabilité régionale et insiste sur le recours des mécanismes internationaux de règlement pacifique et des différends. C'est-à-dire que le mot de l'Égypte certainement n'était pas centré sur la question palestinienne, mais sur d'autres questions. Tout de suite, je vous laisse avec un commentaire et juste après, nous allons revenir justement pour parler aussi de ce point. Dans son allocution devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdel Ghati, a déclaré que l'Égypte réaffirme son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération entre les pays du bassin du Nil, du respect du droit international et de la préservation des intérêts communs. Elle met en garde contre toute politique unilatérale qui menace la stabilité régionale et insiste sur le recours aux mécanismes internationaux de règlement pacifique des différends. Selon lui, l'Égypte souligne l'urgence de réformer le système de financement international afin de garantir une représentation équitable des pays en développement, répondre au poids croissant de la dette et mobiliser les ressources nécessaires au développement durable. Elle rappelle également ses efforts pour le climat à travers la COP27 et insiste sur la nécessité pour les pays industrialisés de respecter leurs engagements dans un esprit de justice et de responsabilité partagée. Sur la situation régionale, l'Égypte dénonce les violations continues contre le peuple palestinien et rejette tout projet visant à le déplacer, considérant cela comme un crime de purification ethnique. Elle réaffirme son attachement à la solution des deux États sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine, et appelle à une paix juste, durable et globale. Dr Abdel Ghati a souligné qu'en parallèle, l'Égypte poursuit ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et protéger les civils. Nous allons peut-être revenir aux discussions en rapport avec la question palestinienne lors des réunions de New York, que ce soit l'Assemblée générale des Nations unies ou la conférence qui a été menée par l'Arabie saoudite et la France. Mais juste, on va faire une petite pause pour parler aussi de l'Égypte. Le discours du chef de la diplomatie a effectivement parlé aussi des eaux du Nil, c'est-à-dire qu'il a abordé
valoriser aussi la position de l'Égypte vis-à-vis du barrage peut-être de la Renaissance, c'est-à-dire ses droits en matière d'eau. Badr Abdel Ati a précisé que l'Égypte souligne l'urgence de réformer le système de financement international afin de garantir une représentation équitable des pays en développement, répondre au poids croissant de la dette et mobiliser les ressources nécessaires au développement durable. C'est-à-dire, il y a là deux points plus ou moins essentiels dans le discours de Badr Abdel Ati, que ce soit la question des eaux du Nil, le financement des Nations Unies pour les pays en développement et la question palestinienne. J'aimerais bien commencer avec les eaux du Nil. C'est important d'échanger, d'exposer la position de l'Égypte vis-à-vis d'une question aussi cruciale pour l'Égypte devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais encore une fois, un pays propose ou expose une question, quels seront c'est-à-dire en fin de compte, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la position, par exemple, d'un certain pays comme l'Éthiopie vis-à-vis du barrage de la Renaissance, le fonctionnement et le remplissage, deux points auxquels l'Égypte était en désaccord avec l'Éthiopie? En fait, pour le moment et jusqu'à maintenant, l'Égypte, elle traite de ce dossier. Si on observe un peu la position égyptienne concernant ce dossier en particulier, on va trouver que l'Égypte, elle tient fortement à deux choses. La première chose, la légitimité, et deuxième chose, la légitimité, c'est-à-dire son droit pour l'eau du Nil surtout. Et deuxième chose, elle tient à une solution diplomatique et disons juridique, c'est-à-dire elle rappelle la position de l'Égypte concernant les conventions internationales à ce propos-là. Elle essaye aussi de manière diplomatique de trouver les pays qui sont à la frontière avec l'Éthiopie, d'avoir plus de présence égyptienne dans ces pays-là, etc. Et donc l'Égypte, pour le moment, elle respecte le droit international et elle rappelle à chaque occasion internationale sa légitimité d'avoir son accès à l'eau du Nil, la conséquence grave qu'il peut avoir en cas de domination particulière sur le barrage de la Renaissance, de la coupure d'eau, de n'importe quelle dégradation qui peut avoir lieu. Et elle rappelle toujours sa position du respect du droit international juridique et elle essaye plus ou moins d'avoir une présence quand même diplomatique sur le territoire en Afrique. Par contre, vous avez mentionné un point très important. Ce que a rappelé son Excellence M. Badr Abdel Ati, c'est un intérêt non seulement pour l'Égypte, celui du développement des pays ou le financement dans les pays en cours de développement, c'est aussi un intérêt non seulement de l'Égypte, mais c'est la voix de l'Afrique. Il y a plusieurs autres pays qui ont rappelé historiquement la responsabilité de plusieurs pays, de grands pays européens, leur responsabilité dans la région en fait. C'est comme si ils rappellent une dette ou ils relancent une dette et ils font part de ça comme si c'est une responsabilité ou c'est une créance à faire, vous voyez. Et donc, chacun, surtout à l'Assemblée générale et dans ces dernières réunions, ils ont essayé, chacun essaye de rappeler ses intérêts. Que l'Égypte, elle a rappelé le dossier de Gaza et son intérêt pour le dossier barrage de la Renaissance, etc. Les pays africains en particulier et l'Amérique latine, ils ont aussi rappelé l'importance de la prise en charge de plusieurs investissements européens dans la région, soit en Afrique, soit en Amérique latine, et ils ont rappelé l'historique de plusieurs événements, etc. Et ils ont encouragé les pays européens de prendre part de leurs responsabilités et de venir investir en Afrique ou bien en Amérique
latine, etc. Et donc chaque camp, chaque nombre de pays, ils ont des intérêts particuliers, ils ont essayé de l'expliciter, ils ont essayé de l'exprimer lors de ces je dirais manifestations internationales. Voilà, c'est l'occasion de parler et de rappeler leurs intérêts particuliers. Par exemple, moi je me rappelle bien pour surtout l'Amérique latine, elle rappelle d'avoir un état de droit et elle refuse toute intégration dans sa politique interne. Par exemple, la Chine, la Russie, ils ont rappelé, ou ils ont quand même critiqué la présence de plusieurs pouvoirs européens ou américains qui soutiennent l'Ukraine, par exemple. Et donc chaque camp, il a manifesté, à mon avis, son intérêt sur les questions qui les préoccupent. Voilà, comme vous l'avez précisé, c'est une manifestation internationale, mondiale, certainement une occasion pour exposer, pour échanger, exposer voilà, les intérêts de chaque partie. Une fois revenir à la nécessité pour les grandes puissances d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des pays en développement, de leurs peut-être anciennes colonies. On parle encore une fois de la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires au développement durable de ces pays pour assurer aussi la sécurité des pays occidentaux, c'est-à-dire on a besoin de développer sur place, voilà, c'est ce que l'Égypte a toujours rappelé, on a besoin de développer sur place les communautés, les populations pour aussi assurer la sécurité, freiner certainement l'immigration illégitime et aussi, donc voilà, d'où encore une fois la nécessité de développer que ce soit l'Afrique ou les pays en développement en général. L'Angleterre, par exemple, elle a rappelé exactement ça, l'immigration illégitime, et elle a rappelé le problème de terrorisme, par exemple. Mais revenons à ce qui concerne les pays africains en particulier, ils leur préoccupent trop le problème climatique, parce que en fait l'Afrique, c'est elle qui paye la facture, c'est elle qui voilà, assume. Par contre, ce n'est pas l'Afrique qui a contribué à ces problèmes climatiques, c'est pas elle la cause, certainement, voilà, c'est pas elle la cause de ces problèmes climatiques. Et donc la question du climat, c'est une question qui préoccupe trop en fait les pays africains, et donc en contrepartie, qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment? Ils veulent plus de développement sur place, ils veulent plus de projets d'infrastructures, voilà, des pays européens sur place, etc. Ils veulent plutôt un échange diplomatique et commercial entre pays africains et pays européens pour récompenser les catastrophes, les problèmes existants, quoi, qui a résulté des problèmes climatiques de l'époque. Voilà. Ouais. Tout à fait. Voilà. J'aimerais bien rappeler que l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte sur une intervention très attendue, il faut le dire, du président américain Donald Trump devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la Maison Blanche a prononcé un discours jugé par certains d'être particulièrement offensif et qui a suscité de vives réactions dans les couloirs diplomatiques. Regardons quelques détails. Eh bien, sur la question migratoire, par exemple, voilà, ça reste une question assez intéressante. Donald Trump a vivement critiqué plusieurs pays européens. Il a affirmé que leur politique de frontières ouvertes détruisent leur nation et conduisent, selon lui, à l'insécurité et au déclin économique. Ça reste aussi une déclaration assez
Je sais pas comment vous trouvez cette déclaration. En fait, c'est pas. Vous connaissez hein, le président américain, il a quand même parfois, c'est pas sa première fois, je veux dire, il a déjà parfois des discours qui sont un peu bouleversés. Et donc, par contre, on n'a pas à commenter ceci. Par contre, ce qu'on peut dire de manière juridique et de manière cadrée, c'est que chaque pays, elle sécurise ses frontières comme elle le peut, comme elle le veut, et que chaque pays a sa souveraineté interne et elle a quand même aussi un régime juridique adapté à ses besoins, voilà, et à ses politiques internes. Il y a des pays qui ont, on ne va pas dire les frontières ouvertes, mais ils ont quand même une nécessité de peuple. Ils ont une nécessité d'ouvriers, ils ont une nécessité d'avoir une présence d'une citoyenneté, etc. Et donc, c'est pas à nous ni à lui de juger d'autres pays. Chaque pays a sa souveraineté, son respect, son droit interne, son droit d'immigration. Et surtout, comme je vous dis, que ça soit tout ça, c'est adapté à ses besoins internes. Et donc, c'est à chaque pays de faire son état de droit et ses instruments et son droit et son régime juridique comme elle le veut et comme elle le peut. Très bien. En ce qui concerne le dossier israélo-palestinien, Donald Trump il a réaffirmé son opposition à la reconnaissance par certains pays d'un État palestinien. Il a jugé que cela revenait à récompenser le Hamas pour lui. Pourquoi on ne regarde pas la situation dans les territoires palestiniens occupés avant les attentats du 7 octobre? C'est-à-dire à chaque fois on s'arrête là pour dire voilà c'est un mouvement, voilà c'était un incident terroriste ou un acte terroriste, certainement d'enlèvement d'otages civils, mais avant cette date, quelle a été la situation et dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, les territoires palestiniens occupés en général? C'est-à-dire aujourd'hui on reconnaît, certains pays décident de reconnaître un État palestinien suite certainement aux agressions, à ce génocide qui a lieu dans les territoires palestiniens occupés. Mais avant cette date, la colonisation qui s'élargissait unilatéralement, c'est-à-dire on ne regarde pas l'actualité ou la situation sur le terrain avant cette date. C'est vrai que après cette date, on voit soit... Avant, je voulais dire avant la date, avant et après. Ouais, oui, voilà. Après la date, on voit surtout, soit c'est du terrorisme. Par contre, on doit aussi voir le côté humain. On doit voir que c'est une agression pour une population civile. Du tout une guerre entre deux camps, etc. qui sont chacun. Ce ne sont pas des belligérants, oui. Voilà. Il n'y a pas deux armées. Et avant cette situation, moi en fait, moi j'ai souligné ou j'ai observé un pas important pour moi, pour le président français Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu en avril dernier, il a visité... Oui, il s'est rendu justement... Voilà, alors peut-être la réponse à votre question, c'est qu'il a vu de près et de ses propres yeux les hôpitaux, les frontières, il a vu vraiment les choses sur place et de ses propres yeux. Alors peut-être la réponse à votre question, c'est dans ce geste-là, dans ce pas-là. On parle là du concret, on parle de quelque chose de pragmatique, et donc sa décision dernièrement, elle était sûrement basée sur cette visite qui s'est rendue à El Arish, et il a visité les hôpitaux sur place, etc. Oui, il a échangé avec... il a échangé, et
avec des blessés, il a vu surtout, voilà. Il a réceptionné, il est allé avec lui. Je veux dire que ce pas-là, pour moi, c'est pas seulement de la diplomatie, mais c'est un côté humain et c'est un côté de se rapprocher pragmatiquement et concrètement de la situation pour pouvoir baser des décisions politiques. Moi, je trouve que c'est très sage. Et c'est très en harmonie, en fait, peut-être avec la position de la France en général vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis est-ce que c'est correct? Oui, ok. Le Liban, par exemple, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des liens assez étroits entre la France et ce coin du monde, cette partie du monde. Elle essaye toujours d'avoir ce côté concret, mais je dirais aussi un côté humain. N'oublions pas que la France, elle est connue et elle veut être connue toujours par son état de droit, l'état de droit de l'homme, etc. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est-à-dire elle a aussi ce positionnement pour l'Ukraine, par exemple. Par contre, moi je trouve que la charge sur la France et sur la politique externe de la France en ce moment est énorme parce que elle essaye d'être présente en Afrique d'une certaine manière. Elle essaye d'être présente dans les dossiers critiques au Moyen-Orient. Elle essaye d'être présente pour l'Ukraine. Elle essaye d'être présente pour le climat. Elle essaye de voilà. Et donc moi je trouve que elle a quand même une charge politique assez énorme en ce moment. Voilà. Il y a une certaine tension mondiale, si on peut le dire, qui se reflète aussi sur l'économie. Là, j'aimerais bien rappeler que le Premier ministre chinois, Li Qiang, lui, il a mis en garde vendredi contre un retour à une mentalité, ce qu'il appelait mentalité de guerre froide, et a défendu le multilatéralisme et le libre-échange dans une critique plus ou moins voilée, selon les analystes des États-Unis, devant les Nations Unies. Regardons ensemble. Peut-être ce serait, docteur Yousra Chaaben, de terminer cet épisode justement avec les déclarations du Premier ministre chinois qui a précisé que le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, en 2 mots. C'est vrai, et que je vais dire juste qu'il y a plusieurs pays qui demandent une meilleure représentation aux Nations Unies. Oui, tout à fait. Voilà, ils sont en train de discuter le droit de veto. C'est vrai que peut-être les puissances mondiales, je dirais pas à changer, mais elles se changent et chaque pays réclame sa présence. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Yousra Chaaben. Vous êtes professeur de droit à l'université d'Ain Shams. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et là, madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et à la prochaine.